Bonjour mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien. Donc heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau tuto qui sera consacré pardon autant pour moi sur le moment dipolaire. D'accord? Alors c'est quoi le moment dipolaire et pourquoi on fait appel à ce moment dans la chimie, d'accord? En chimie, pardon. Donc le moment dipolaire d'abord c'est une grandeur physique. Ça, ce qu'il faut savoir, que c'est une grandeur physique, d'accord, qu'on va associer à chaque fois qu'on parlera d'un dipôle, d'accord. Et on va faire appel à ce moment dipolaire, c'est pour évaluer, d'accord, c'est pour apprécier, c'est pour connaître la nature, on va dire, de la liaison chimique. Donc c'est moment dipolaire d'une molécule, d'accord, il faut qu'on complète d'une molécule. Donc on va prendre la molécule AB, d'accord. Donc voilà, on a une molécule AB, d'accord. Et que dans cette molécule, on va donc supposer que l'électronégativité de l'atome A est supérieure à l'électronégativité de l'atome B. Alors la chose qu'il faut se poser, le problème c'est savoir c'est quoi l'électronégativité. D'accord. L'électronégativité, ce n'est pas un caractère intrinsèque d'un atome, mais c'est quelque chose qui va se manifester en fait lorsque l'atome est en association avec d'autres atomes. D'accord. Alors, l'électronégativité, c'est une valeur. Donc, on va donc dire que l'électronégativité, parce qu'elle est importante ici, est une valeur. D'accord. Est une valeur, d'accord, ou une grandeur, ok, donc on peut s'arrêter par une valeur qui détermine, d'accord, qui détermine la capacité, d'accord, la capacité qu'a un atome, d'accord, d'accord, d'attirer les électrons, pardon, de la liaison, voilà, vers lui. Voilà, donc l'électronégativité, c'est donc cette grandeur, ok, qui est une valeur qui va déterminer, voilà, c'est une valeur qui détermine la capacité qu'a un atome d'attirer les électrons de la liaison. Donc comme je disais en amont, que ce n'est pas une grandeur intrinsèque, c'est pas comme l'énergie de d'ionisation, ce n'est pas comme le rayon atomique, voilà, ce sont des caractères, ce sont des paramètres intrinsèques d'un atome. D'accord, c'est des grandeurs intrinsèques. Mais ici, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que l'électronégativité d'un élément va se manifester lorsque l'élément est en association avec d'autres. D'accord. Par exemple, dans le cas d'une molécule ici, le A, lorsqu'il est associé avec B, c'est là où on va remarquer la capacité qu'aura chaque atome ici, d'attirer les électrons vers lui. C'est ce qu'on appelle par l'électronégativité. Alors, l'électronégativité a été expliquée, donc a été calculée pour chaque atome. Il y a deux messieurs qui a calculé, donc on va voir juste selon Pauling. Donc Pauling, d'accord, c'est une échelle de valeurs. Ça commence de 0,7 et ça s'arrête à 4. C'est comme on a dit que c'est une valeur. Donc vous voyez que c'est une valeur qui va avoir une signification de la capacité qu'aura l'atome d'attirer les électrons de la liaison vers lui. Alors 0,7 c'est la plus petite valeur. D'accord, là-dedans vous avez plusieurs valeurs et donc chaque valeur sera attribuée à un atome. Chaque atome va avoir sa valeur. Et ici, ça sera pour l'atome de césium, d'accord, celui qui va avoir l'électronégativité le plus faible, d'accord, la plus faible la valeur, et la plus grande valeur, ça sera pour le fluor, d'accord. Donc on dit que le fluor, c'est l'atome le plus électronégatif. C'est-à-dire que c'est l'atome qui attire des électrons de la liaison. C'est lui qui a une force plus élevée d'attirer les électrons de la liaison. D'accord? Voilà. Donc c'est ça que vous devez comprendre avant de se lancer sur le moment dipolaire. Alors si c'est compris cette notion de l'électronégativité, on revient dans le cas où nous sommes. Donc nous avons une molécule AB.
Et on suppose, hein, donc ça c'est le premier, donc on est dans le premier cas, où on suppose, voilà, on va dire, où l'électronégativité de A est supérieure à l'électronégativité de B. Ben, qu'est-ce qui va se passer? B, les deux électrons de la liaison seront donc attirés vers le A. Donc le A va être chargé négativement. D'accord? Et le B va se charger positivement. D'accord? Et donc ça conduit à quoi? Ben, ça conduit à un dipôle. D'accord? Suivez. Donc on aura donc deux pôles. Donc on aura un pôle négatif. D'accord? Et l'autre pôle qu'on va appeler positif. Donc on aura deux pôles. Et ça nous donne un dipôle. Voilà. Donc, donc attention. Au début on a dit que le moment dipolaire c'est une grandeur qu'on va à chaque fois associer lorsque on sera en présence d'un dipôle. Donc, lorsque vous avez le dipôle, on va associer à ce dipôle un moment dipolaire. Donc, du fait qu'il y a maintenant la présence de deux pôles, pôle plus, pôle moins, on va associer à ce dipôle une grandeur qu'on va appeler moment dipolaire. Alors, c'est une grandeur qu'on va appeler, c'est un vecteur U, mu en fait, qui est égal à quoi? Ben, c'est égal à la charge, d'accord, Q fois quoi? Ben, fois la distance qui sépare les atomes, la distance AB. D'accord? Alors, Q c'est la charge, d'accord? Avec Q c'est quoi? Ben, c'est la charge élémentaire E fois sigma. D'accord? Alors, quelle est l'unité du moment dipolaire? C'est simple. La charge s'exprime en coulomb, la distance s'exprime en mètres, et donc le moment dipolaire s'exprime en coulomb-mètre. Voilà, c'est tout simple. Ok, donc si on peut remplacer, moment dipolaire, ça sera égal à la charge élémentaire, donc la charge d'un électron, parce que l'atome va attirer l'électron de l'autre, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la base, avant de former cette liaison, c'est que chaque atome apportait à la base ses électrons. Donc ils vont mettre en commun chaque électron, donc deux électrons, pardon, apportés par deux atomes, ils vont mettre en commun ces électrons pour conduire à la formation d'une liaison. Alors, si A est plus électronégatif que B, A va attirer l'électron de B. Vous comprenez que c'est pourquoi on parle de la charge élémentaire, c'est-à-dire la charge d'un électron, parce que l'autre, il attire l'électron de l'autre. D'accord? Voilà. Et donc, on aura sigma, la distance AB. D'accord? Là, c'est un vecteur. Alors, que vaut E? Voilà. E, c'est quoi? Donc, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19, ok, fois sigma, fois la distance AB. Alors, on va essayer de changer d'échelle, d'accord? Parce que travailler avec des 10 puissance moins 19, parce que ici, pour trouver le moment dipolaire, il faut justement trouver la valeur de sigma et la distance de la liaison. Et puis, vous allez voir qu'on aura des valeurs 10 puissance moins 19 ou 10 puissance plus que ça. Donc, on aura 0,00. Mais non, ça ne facilite pas la tâche dans des calculs. Donc, ce qu'on va faire ici, souvent, c'est changer d'échelle. Donc, quand il y a un problème au niveau de calcul, ça ne nous arrange pas. Mais ce que les scientifiques font, c'est changer d'échelle. L'échelle, c'est pour travailler avec des valeurs purement entières, voilà, qu'on peut facilement manipuler. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va essayer de quitter de coulombmètre à une autre unité qu'on appelle le débye. D'accord? Alors, de débye, la distance ici, c'est en mètres. Donc, d'abord, on va commencer à convertir ça en Armstrong. D'accord? On sait que 1 Armstrong, d'accord, égale à combien? Égale à 10 puissance moins 10 mètres. D'accord? Donc, pour mettre ça en Armstrong, d'accord, on va multiplier ça par quoi? Par 10 puissance moins 10. D'accord? Donc, on aura U sera égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 sigma, d'accord, 10 puissance moins 10, d'accord, la distance AB. Donc, cette distance devient en Armstrong, d'accord. Et donc, U sera égal à quoi? Vous avez donc 1,6 fois 10 puissance, ça fait donc moins 29 fois sigma, fois la distance qui est maintenant en Armstrong. Alors, il faut donc connaître le facteur de conversion. D'accord? Alors, 1 débye égale à combien? 1 débye égale à 1 tiers. D'accord? 10 puissance moins 29. D'accord? Coulomb mètre. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous voyez, ici, on a 10 puissance moins 29.
Ici aussi, on a 10 puissance 29. Si on fait ici produit de simple fois produit de moyen, donc on aura 3 débails égale à 10 puissance moins 29. Donc on peut venir remplacer ici pour transformer cette expression en débail. D'accord? Donc 3 fois 1, ça fait donc 3 débails. Ça sera égal à 10 puissance moins 29 coulombs. Et coulomètre. Donc si on remplace 10 puissance moins 29 par 3 débails, bien, on ramène ça en débail. Voilà. Donc on va multiplier ici par 3. D'accord? On va multiplier par 3 cette expression. On aura donc B3, d'accord, 3 débails, d'accord? On remplace 10 puissance moins 29, si vous voulez, on va aller doucement. 1,6, d'accord, sigma, mais la distance AB. Voilà. Et donc 3 fois 1,6, ça donne 4,8, ok? Fois sigma, fois la distance AB. Voilà, et ça s'exprime en débail. Ok, cette distance est en Armstrong, attention. Et là, ça s'exprime en débail. D'accord? Donc, U est en débail, comme vous avez vu là. D'accord? La distance ici doit être en Armstrong. Ok. Donc, U en débail, la distance en Armstrong. U en coulomb-mètre, la distance en mètre. D'accord? Et c'est ça la formule que vous devez donc retenir, c'est-à-dire comment calculer le moment dipolaire, c'est-à-dire que le moment d'une liaison, d'accord, parce qu'on parle de moment dipolaire lorsqu'il y a un dipôle. Alors, un dipôle, c'est pour une liaison, c'est-à-dire que c'est lorsque on a deux pôles, on a pôle moins et pôle plus. Mais on sait que l'origine de cette différence de pôle, enfin de cette formation de deux pôles, c'est l'électronégativité. D'accord? Parce qu'on ne parlera pas de moment dipolaire aussi longtemps qu'il n'y a pas de dipôle. Alors, qui dit dipôle, qui dit électronégativité? Cette différence d'électronégativité, ce que je voulais dire, conduit à quoi? Ben, à deux pôles. Et quand ça conduit à un dipôle, ben, on a le moment dipolaire. Et ça reste un moment d'une liaison. D'accord? Alors, n'oubliez pas que le but du moment dipolaire, donc il faut quand même rappeler ça, du moment dipolaire en chimie, c'est-à-dire que c'est pour justement connaître la nature de la liaison. La nature de la liaison chimique. Voilà, ça c'est important de le dire. C'est-à-dire que si la liaison est unique ou si la liaison est covalente. Voilà, si la liaison demeure encore ou c'est maintenant unique. C'est-à-dire, nous sommes dans notre situation où A est lié à B et qu'on a supposé que l'électronégativité de A est supérieure à l'électronégativité de B. Alors, quel est le devenir? C'est qu'on a compris que l'atome de A va se charger négativement et l'atome de B va se charger positivement. C'est-à-dire que A va attirer les électrons de la liaison vers lui. Mais après, le truc qui reste, c'est quoi? C'est que la liaison va se couper après. C'est-à-dire que le A va attirer au fur et à mesure l'électron de B vers lui. Mais après, ça conduit à quoi? Mais ça conduit à la rupture de la liaison. C'est-à-dire qu'on a maintenant la formation des ions. Voilà. C'est ce qu'on appelle par liaison unique. C'est-à-dire que quand on va calculer le moment dipolaire, c'est pour suivre en fait l'évolution, c'est-à-dire connaître ou contrôler, c'est-à-dire à quel moment cette liaison est toujours au début covalente, c'est-à-dire que ça existe toujours, ou bien cette liaison, ben, c'est maintenant ionique, c'est-à-dire que ça s'est coupé, voilà, ça donne des ions. Donc, on va donc faire appel au moment dipolaire, c'est justement connaître la nature de la liaison, le type de liaison, c'est-à-dire si c'est ionique ou covalente. D'accord? Et au fur et à mesure, on va suivre en fait, parce que c'est par rapport à la valeur de sigma. Alors là, je vous précise déjà que sigma, c'est la mesure du caractère ionique. Mais c'est ça qui va mesurer le caractère unique. Parce que lorsque la valeur de ça, ce sera égal à 1, c'est-à-dire une charge, dans le cas où nous sommes, vous savez que la valeur de sigma, c'est 1. D'accord? Cette valeur-là est 1. Donc c'est le nombre de charges, on appelle ça le nombre de charges. Vous regardez que le nombre de charges c'est 1, ça veut dire que la liaison n'existe plus. Donc cette liaison est unique, ça conduit à la formation. Donc il y a eu, il y a eu formation des ions. Donc c'est la valeur de sigma, d'accord? C'est la valeur de sigma qui mesure le caractère unique. Donc c'est au fur et à mesure, d'accord? Le sigma va évoluer jusqu'à donner 1. Donc lorsque ça donne 1, on sait déjà que cette liaison est unique.
D'accord? Donc, c'est une grandeur qui mesure le caractère unique. Donc, c'est au fur et à mesure. Et donc, sigma, il est entre 0 et 1. Voilà. Lorsque sigma égale à 0, ça veut dire que la liaison est purement covalente, que c'est que ça n'existe pas en fait. Lorsque c'est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence d'électronégativité. Voilà, c'est une liaison qui est covalente pure. Voilà. Mais lorsque cette valeur-là va vers la valeur de 1, c'est au fur et à mesure, ce n'est pas directement que ça se transforme en 1 ou que ça donne des ions, c'est au fur et à mesure. Et donc vous allez voir que cette valeur va nous permettre de situer si cette liaison est covalente, mais ça tend vers, c'est à prédominance ionique. D'accord, c'est ça qui va nous permettre de savoir, c'est-à-dire que si l'électron est plus rapproché de celui qui est plus électronégatif ou pas. Donc c'est au fur et à mesure qu'il va attracter l'électron de l'autre. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc ce qu'on va faire, on va donc définir le moment dipolaire théorique. Donc on parlera de théorique dans cette situation-là, où la liaison n'existe plus. C'est-à-dire qu'il a arraché l'électron de l'autre, c'est maintenant des ions. Donc la valeur de sigma, c'est 1. On parlera de moment dipolaire ionique. Donc ça sera égal à quoi? À 4,8 fois la distance AB. Mais puisque sigma, c'est déjà égal à 1. D'accord? Il n'y a plus de sigma. Donc sigma est égal à 1 en fait. Le nombre de charges en fait c'est 1. C'est-à-dire que ça s'est déjà transformé en ion. Donc c'est 1, la valeur qui est devant. D'accord? Excusez-moi. Pardon. Ok. Voilà. Donc, après, c'est quoi? C'est le moment expérimental. Donc, le moment expérimental, c'est égal à quoi? C'est égal à 4,8 fois sigma fois la distance BAB. C'est-à-dire que la valeur de sigma, elle ne le connaît pas. C'est entre 1 0 et 1. Voilà, donc on part de moment expérimental, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore la valeur de sigma, mais on sait que sigma, il est entre 0 et 1. Mais dans le cas de ce qui est théorique, on sait déjà que la liaison n'existe plus, c'est juste des électrons qui vont s'attirer. Non, pardon, c'est juste des ions qui vont s'attirer. Donc cette liaison est hypothétique, on va dire que c'est imaginaire. Parce que à partir du moment où il y a la formation des ions, on sait que la liaison n'existe plus. D'accord? C'est pourquoi on parle de moment théorique. D'accord? C'est parce qu'il n'existe pas la liaison, mais il y a juste une attraction entre des charges. Voilà. C'est lorsque la valeur de sigma égale à 1. Ok? Mais dans le cadre expérimental, la valeur c'est entre 0 et 1. Et donc la formule, il faut toujours prendre en compte sigma. Et sigma sera certainement donné, ou soit on va vous demander de calculer. Alors, le but de tout ça, c'est arriver à calculer le pourcentage unique. Voilà. Le pourcentage unique. Alors, le pourcentage unique, c'est le moment expérimental, d'accord, sur le moment théorique, multiplié par 100. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule le pourcentage unique. Alors, c'est ce pourcentage unique, d'accord, si on remplace le moment expérimental, donc on a 4,8 fois sigma fois la distance AB. N'oubliez pas que ces moments-là, c'est pour une liaison, d'accord. Nous sommes dans le cas d'une molécule diatomique qui a juste 2 atomes. On parlera aussi dans le cas des molécules qui sont triatomiques, par exemple. D'accord? Triatomique, par exemple, C. Donc, ici, on aura donc besoin de 2 moments. Donc, ici, on aura un moment 1 et ici, on aura un moment 2. Et on va donc définir le moment global, d'accord? Qu'on va appeler le moment résultant, qui sera donc le moment 1 pour cette liaison-là, plus le moment 2 pour l'autre liaison. Donc, ça sera donc le moment global. D'accord? On parlera aussi de permanent. Donc ça viendra après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on parle de moment dipolaire d'une molécule diatomique, qui n'a que 2 atomes, donc une liaison. Et donc, ici, on aura donc sur le moment théorique qui est égal à 4,8 fois juste la distance AB. D'accord? C'est la même distance, d'accord?
Ici, c'est la même chose. Donc, on sait que c'est multiplié par 100. Donc, c'est égal à quoi? Donc, le pourcentage unique, c'est sigma B fois 100. Alors, sigma, c'est quoi? Vous voyez que sigma, c'est la valeur de pourcentage. Enfin, on va dire que sigma, c'est le pourcentage unique divisé par 100. C'est-à-dire que si vous enlevez le pourcentage du pourcentage unique, ben vous trouvez la valeur de sigma, d'accord, qu'on avait défini avant, que c'est le nombre de charges, d'accord, qui va nous permettre de mesurer le caractère unique. Parce que cette valeur-là, c'est entre 0 et 1, et c'est au fur et à mesure que l'atome, d'accord, qui est plus électronégatif, va tirer l'électron de l'autre, mais cette valeur va augmenter jusqu'à ce que ça atteindra la valeur de 1, et ça conduit à la rupture de la liaison, donc à la formation des ions. Donc à partir du moment où sigma égale à 1, ben on sait déjà que cette liaison est théorique, d'accord, c'est pourquoi on parle de moment dipolaire théorique, on sait que ça n'existe pas, puisque l'atome qui étant plus électronégatif que l'autre a déjà arraché l'électron, mais il existe quand même une attraction entre des charges. D'accord? Donc si vous trouvez le pourcentage unique, ben, c'est la valeur de... Si vous enlevez le pourcentage du pourcentage unique, c'est la valeur de sigma. C'est simple. Donc ça, c'est la première formule intéressante. D'accord? La deuxième formule, là, c'est à partir de l'électronégativité. Donc je vous rappelle qu'on est dans une situation de AB. D'accord? Donc ici, on aura électronégativité de A. Donc cette différence-là, moins électronégativité de B en valeur absolue. Sur quoi? B sur 3,3. B multiplié par 100. Donc voici la deuxième formule. Donc la différence d'électronégativité. Donc si vous connaissez l'électronégativité de deux atomes, d'accord, de ces deux atomes, donc là on sait que sigma il est moins ici, ici il est plus, parce qu'on suppose que l'électronégativité de A est supérieure à l'électronégativité de B. D'accord. Si vous connaissez l'électronégativité de chaque atome, puisque c'est déjà connu, d'accord, sur l'échelle de Pauling, il y a Pauling qui nous montre par sa formule comment calculer l'électronégativité de chaque atome, d'accord, donc c'est connu, on peut faire cette différence-là, en ce moment-là, pour trouver le pourcentage unique. Alors, dès lors qu'on trouve le pourcentage unique, on peut trouver la valeur de sigma, d'accord. Voilà, on peut trouver la valeur de sigma parce qu'on sait que sigma, c'est égal à quoi? C'est le pourcentage unique, mais divisé par 100. Donc, vous enlevez la valeur du pourcentage, donc le pourcent du pourcentage unique, mais vous trouvez la valeur de sigma. Et cette valeur de sigma, mais ça va être forcément, ça va être entre 0 et 1. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez comprendre que cette liaison sera à prédominance unique bientôt ou pas. Voilà, c'est par rapport à la valeur. Parce que si c'est égal à 1, vous savez que ça n'existe pas. Voilà. Si ça avoisine 1, par exemple 0,50 ou 0,60, vous remarquerez bien que cette valeur et cette liaison va tendre vers, donc ça va bientôt se rompre, voilà, pour donner des ions. Voilà, c'est comme ça qu'on va arriver à connaître si c'est cette liaison ionique ou pas. Alors ça, c'est important en chimie. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple une réaction chimique, voilà, une réaction chimique, c'est quoi une réaction chimique? Je prends une équation, vous avez A, la molécule AB, qui réagit avec la molécule CD, ça conduit à quoi? Ben, à A, AD, par exemple, plus C, CB. Alors, ça c'est une réaction chimique par exemple, c'est une équation d'une réaction chimique. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a eu, bon, voilà, et au début on a AB qui réagit avec CD, ça conduit à AD plus CB. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu forcément ici rupture. Donc, il y a eu forcément une rupture des liaisons. D'accord? Rupture des liaisons. Et aussi, il y a eu soudure. D'accord? Soudure des liaisons. Voilà. Ou formation de nouvelles liaisons. Voilà. Donc, vous voyez que pour que A puisse s'associer avec D, il y a eu forcément rupture de cette liaison-là. D'accord? Et ici aussi, il y a eu cette rupture de la liaison. Donc, il y a eu formation forcément des ions dans la solution. Et que l'ion de ce côté est attiré par l'autre. Et ça conduit à la formation de ça. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, on en a besoin. On a besoin de tout ce qu'on vient de faire. C'est pour savoir. Parce que la réaction chimique, c'est des cassures et soudures de nouvelles liaisons. C'est important de savoir. Et cette cassure passe par quoi?
D'accord? Cette cassure passe par la différence d'électronégativité, donc la formation de dipôles. D'accord? Donc ici, on peut forcément supposer, parce que lui, lui, il se fixait, donc on suppose que lui, il est moins, celui, il est plus. Donc dans ce contexte-là, ici, il est forcément plus, et lui, il est forcément moins. D'accord? Donc ça conduit à la rupture. D'accord? Ça donne un moins ici. Ici, ça donne un B+. D'accord? Et là aussi, ça donne un C-, et là, un D+. Et donc, le A est attiré par... le D est attiré par le A, ça conduit à la formation de ça. Et le B est attiré par C, ça conduit à la formation de ça. Vous voyez qu'une réaction chimique, c'est des cassures de liaisons, hein, de rupture des liaisons et la formation de nouvelles liaisons. Donc, on fait appel à ce moment dipolaire, c'est justement connaître, d'accord, apprécier le caractère unique pour essayer de prédire, d'accord, les produits à la fin. C'est pour prédire en fait la réaction. Et ça, on en a besoin. J'espère que vous avez compris un peu l'application du moment dipolaire. Alors, si c'est compris, d'accord, si vous avez compris tout ça, comment déjà évaluer le caractère unique, d'accord, alors on va essayer de parler sur le moment résultant. Le moment dipolaire résultant. D'accord? Ou permanent. D'accord? Alors ici, ça sera dans le cas où il y a cas des molécules triatomiques ou plus. Voilà. Cas des molécules triatomiques. Voilà, ou plus. C'est-à-dire qu'à partir de 3 atomes dans une molécule, si vous en avez 3, vous en avez 4, ainsi de suite. Donc vous avez plusieurs liaisons. Parce que dans le cas de l'exemple que je vous ai montré, c'était juste deux atomes. C'est-à-dire que c'est juste une molécule diatomique. Donc ici, le moment dipolaire, c'est le moment d'une liaison. D'accord? Voilà. Maintenant, dans le cas où il y a plusieurs liaisons, donc vous savez que en termes d'électronégativité, ces différences d'électronégativité, vous allez avoir la formation des dipôles. Et à chaque dipôle donc, qui va être formé à partir d'une liaison, on va associer à ça un moment dipolaire. Mais dans le contexte, dans le cas où il y a plusieurs liaisons, on parlera donc de moment dipolaire résultant. Alors je prends par exemple le cas de la molécule de l'eau. Donc on a l'eau. Voilà. Vous savez que l'oxygène est plus électronégatif, donc voilà, ici plus, donc pour cette liaison aussi, pour ces électrons là, voilà, donc l'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène dans ce cas, voilà, donc on sait que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc vous voyez que ici on a le moment dipolaire 1, d'accord, et ici on a le moment dipolaire 2. Alors le moment dipolaire résultant, parce que là c'est une molécule qui est triatomique, qui a 3 atomes, donc forcément 2 liaisons. Et donc en ce moment-là, le moment résultant, c'est égal à U1 vecteur plus U2 vecteur. Voilà, ça c'est le moment résultant qui va être la somme des moments de chaque liaison. Parce que le moment dipolaire, c'est pour une liaison, ça faut le savoir, c'est pour un dipôle. Et le dipôle, c'est lorsqu'il y a une différence d'électronégativité. C'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a le moment dipolaire, c'est lorsqu'il y a un dipôle, donc il y a une différence d'électronégativité. C'est-à-dire qu'il y a 2 atomes différents. D'accord? Alors dans ce cas des moments dipolaires résultants, comment est-ce qu'on fait pour trouver le résultant? Alors on va essayer de montrer comment est-ce qu'on fait pour trouver le résultant. Donc je ramène ça là. D'accord? J'ai moins. D'accord? Ici j'ai plus. D'accord, là j'ai moins, ici j'ai plus. Alors je sais que ici j'ai U1, ici j'ai U2. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais trouver le résultant. Suivez bien. Et d'abord c'est un vecteur, donc il faut orienter ce vecteur. Et bien ça va de moins vers plus. D'accord? Ça va de moins vers plus. Donc ça c'est le sens du vecteur. Ça va de moins vers plus. Voilà. C'est le sens contraire. Hein. On sait que c'est celui qui attire les électrons, mais son sens, c'est le sens contraire. Voilà. Ok, voilà le sens de ce vecteur. Alors, je veux trouver le résultant. Alors, je peux déplacer, regardez, je déplace ce vecteur-là
par translation, pardon, je déplace ça par translation. Je mets ici, c'est la même distance. Donc je déplace ça par translation. Donc ça me donnera cette même distance-là par translation. Donc ici c'est U2, vecteur. Et je déplace ça aussi par translation. J'espère que vous voyez. Donc ça sera la même distance que ça. Donc ça c'est U1. Et le résultant